Jordan Bardella, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue sur Inter. Beaucoup de questions à vous poser ce matin, que ce soit votre réaction à l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains, le rapport choc sur les frères musulmans en France, l'examen du texte sur la fin de vie. Mais commençons par l'international et le Proche-Orient, alors qu'Israël a annoncé lundi son intention de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Hier, à ce micro, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, parlait d'une situation insoutenable dans l'enclave palestinienne et je le cite encore, la violence aveugle et le blocage de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. Il a dénoncé une violation absolue de toutes les règles du droit international et évoqué des enfants affamés et assoiffés. Soutenez-vous toujours, Jordan Bardella, sans réserve, la politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou et cette offensive dite des chariots de Gédéon? Bien, d'abord, je n'ai jamais apporté de soutien sans réserve et inconditionnel parce que je suis français et quand on est la France en matière de politique étrangère, on veille toujours à garder une forme de hauteur et à ne jamais prendre un parti qui soit inconditionnel. Si on recontextualise la situation, Israël a subi le 7 octobre 2023 une attaque terroriste d'une violence d'ampleur, une violence sans précédent, où des civils, des femmes, des enfants ont été assassinés lâchement par les terroristes du Hamas. Dans ces conditions, nous avions indiqué à l'époque que la riposte israélienne était légitime et qu'elle devait se faire dans le respect du droit international et dans le respect des populations civiles. Ce qui se passe à Gaza est évidemment une catastrophe humanitaire. Je n'ai pas, moi, l'émotion sélective et chaque civil qui meurt est un drame absolu dont nous devons mesurer le poids. Mais il faut bien se rendre compte que la difficulté dans laquelle se trouvent aujourd'hui les acteurs de ces opérations à Gaza, c'est que le Hamas est un mouvement terroristes qui utilisent la population civile à Gaza comme des boucliers humains. Et plusieurs rapports, enquêtes journalistiques, observations d'instituts internationaux ont fait état de l'utilisation par le Hamas de sous-sols, des mosquées, d'écoles, d'hôpitaux, de bâtiments institutionnels pour y dissimuler ces quartiers généraux. Donc, on ne peut pas faire fi non plus de ce contexte. Maintenant, pour vous répondre, quelle doit être la position de la France? Parce que vous savez que la France, le Canada et le Royaume-Uni ont adopté lundi un communiqué conjoint qui condamne fermement l'extension des opérations militaires à Gaza. L'Union européenne va examiner la possibilité de suspendre l'accord de coopération avec Israël. Est-ce qu'il faut faire ça? Alors, quelle doit être la position de la France? D'abord, réaffirmer notre demande de libération sans condition des otages qui sont retenus dans la bande de Gaza. Il y a 58 otages qui sont aujourd'hui retenus dans la bande de Gaza, dont environ une vingtaine seraient en vie. Et vous connaissez l'importance pour les familles de part et d'autre de récupérer les corps, et notamment les corps des otages. Deuxièmement, il faut permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans Gaza. L'aide humanitaire est aujourd'hui bloquée depuis le 2 mars. Il y a une situation sur place qui est extrêmement difficile. Mais si Israël bloque toujours l'aide humanitaire, que faut-il faire? Personne ne peut le nier. Eh bien, je pense qu'il faut engager des discussions avec le gouvernement israélien. C'est précisément la voie dans laquelle se sont engagés des partenaires historiques et des partenaires importants d'Israël, notamment la diplomatie américaine sous la direction de Donald Trump, pour faire en sorte que l'aide humanitaire puisse évidemment rentrer à Gaza. Et puis, la position de la France, elle doit demeurer. Israël a droit à sa sécurité. Nous devons réaffirmer le droit d'Israël à assurer sa sécurité face au terrorisme islamiste, mais nous devons aussi réaffirmer, parce que c'est la position française depuis le général de Gaulle, c'est une position que nous avons toujours tenue, d'un horizon à 2 États, mais qui est aujourd'hui État palestinien en l'occurrence, rendu totalement impossible par l'existence même du Hamas, et donc il faut s'engager à un désarmement du Hamas. Donc Emmanuel Macron, qui devrait annoncer et reconnaître l'État de Palestine à la mi-juin dans le sommet attendu avec l'Arabie Saoudite, vous y êtes opposé? Oui, parce que les conditions ne sont pas réunies, et Emmanuel Macron joue à un jeu qui est extrêmement dangereux, passer le fait qu'il change sur des sujets aussi graves que celui-ci d'avis à plusieurs reprises. J'estime que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies, dans la mesure où reconnaître au moment où on se parle un État palestinien serait accorder une légitimité institutionnelle et internationale à une organisation qui, je le rappelle, est aux yeux de l'Union européenne considérée comme une organisation terroriste.
terroriste. Et j'ai entendu moi-même les dirigeants de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, appeler le Hamas à rendre les armes. Et j'estime que le Hamas, et j'en termine, est aujourd'hui le pire ennemi de la cause palestinienne. Quant à la position du Rassemblement national, quand le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, affirme que la bande de Gaza sera totalement détruite et que les populations gazaouis seront déplacées vers des pays tiers, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vous soutenez le déplacement des populations palestiniennes dans des pays tiers, l'annexion de Gaza par Israël? Est-ce que c'est la position du RN ou pas du tout? Non, d'abord je ne partage pas les propos qui ont été tenus par le ministre que vous avez mentionné, qui n'appartient pas en l'occurrence au Likoud et le parti de monsieur Netanyahou. La position de la France, elle doit rester la position de la France. Et l'horizon d'une solution à deux États, l'horizon d'une paix entre un État palestinien demain, mais qui ne pourrait aboutir avec le Hamas aujourd'hui, et d'un État d'Israël qui non seulement a droit à sa sécurité, mais qui a aussi le droit de se défendre quand il subit une attaque terroriste. Donc l'annexion de Gaza, c'est non. Benjamin Netanyahou a dit on est là pour rester. La question, c'est est-ce que les opérations qui sont en cours aujourd'hui nous rapprochent davantage de la paix ou d'une accélération d'un conflit? Je pense que tout le monde a la réponse. Maintenant, on est là face à un conflit qui apparaît aux yeux de beaucoup comme un conflit inexpiable, pour reprendre les termes de Raymond Aron. Et depuis, évidemment, 70 ans, beaucoup de puissances se sont engagées pour tenter de régler un conflit. Moi, mon inquiétude, si vous voulez, c'est de protéger la France de l'importation sur notre sol de l'idéologie du Hamas. Alors, on va parler du rapport choc sur les frères musulmans, puisque vous laissez entendre... Absolument. Même s'il ne faut pas tout mélanger. Mais un mot encore sur les élections en Europe, en Roumanie, avec la victoire du candidat pro-européen face au candidat que vous souteniez, le nationaliste George Simion. Vous parliez du vent de liberté qui souffle en Roumanie, porté par Simion. Il a perdu. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a accusé la France d'ingérence dans le processus électoral roumain. Des élus de votre parti, dont Thierry Mariani, ont relayé sur les réseaux sociaux ces accusations. Vous pensez que la France, qu'Emmanuel Macron est coupable d'ingérence extérieure en Roumanie ? Alors, il y a deux aspects dans votre question. La première, sur les accusations qui sont lancées contre le patron de la DGSE de manière publique. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet et je me garderai bien, pour être très honnête, de jeter des accusations contre un haut fonctionnaire français en l'absence d'informations. En revanche, sur les tentatives... Quand Thierry Mariani reposte les accusations d'ingérence de la France, vous ne le soutenez pas. Ce sont des accusations qui sont très graves. Maintenant, n'ayant pas d'informations sur ce sujet, il faut évidemment qu'il puisse y avoir une enquête, que les uns et les autres puissent donner leur vérité et s'expliquer. Mais en l'absence d'informations, je ne vais pas faire de la politique ou des accusations fiction. Deuxièmement, sur votre question, qui porte sur la tentation d'Emmanuel Macron de s'ingérer dans les élections. Il y a eu évidemment des ingérences de la France, en tout cas d'élus français, dans ces élections. Et je note qu'on a un petit peu la lutte contre les ingérences à géométrie variable. Je vous rappelle que la première élection présidentielle qui a eu lieu il y a quelques jours en Roumanie, celle-ci étant la deuxième, a été annulée précisément parce que les plus hautes autorités roumaines y voyaient une tentative d'ingérence de la Russie qui était en fait, et j'ai vu le documentaire qui a été diffusé par le service public sur France Télévisions, une manipulation interne à la Roumanie pour faire prêter le chapeau au candidat en l'occurrence qu'on a empêché de se présenter. Mais lorsque la chef des macronistes au Parlement européen dit la phrase suivante: « Nous allons mener une campagne énergique pour s'assurer que le prochain président de la Roumanie soit pro-européen. » Et que cette personne est en l'occurrence la présidente du groupe macroniste, Madame Hayé, au Parlement européen. Elle a été la tête de liste d'Emmanuel Macron lors des dernières élections européennes. Alors ça pose un problème. Et on a le sentiment qu'il y a des ingérences qui, au motif qu'elles iraient dans un soutien à la Commission européenne et à l'Union européenne, seraient tolérées. Toutes les ingérences doivent être combattues. Et il est vrai que la France, et en l'occurrence des élus français sur ce sujet, ne se sont pas tenus avec la hauteur et la retenue nécessaire. Vous aussi avez soutenu, et certains membres du RN sont allés le soutenir en Roumanie, le candidat pro-russe et anti-européen. Oui, mais moi je ne fais pas non mais parfaitement, mais je ne fais pas moi la leçon de morale. Je n'accuse pas des ingérences au motif qu'elle vient de la Russie pour ensuite aller moi m'ingérer dans le fonctionnement tout le monde fait des ingérences, démocratique nous on en Roumanie. Fait, eux ils en font, tout le monde fait des ingérences. Je pense qu'il faut distinguer des ingérences avérées, des tentatives de déstabilisation, et la France a peut-être pu en connaître par le passé, c'est en tout cas les accusations qui ont été lancées par les services
services de renseignement à l'égard d'un certain nombre d'États, et notamment à l'égard de la Russie, du soutien que nous pouvons apporter à des candidats que nous estimons plus proches de nos idées. Et en l'occurrence, M. Simion, il siège dans le groupe ECR, qui est le groupe de Mme Meloni, dont nous sommes proches et avec lequel il nous arrive de travailler au sein du Parlement européen. Mais on voit bien, pour répondre à votre première remarque, qu'il y a un vent de liberté qui souffle sur l'Europe. Et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui regardent la France et qui attendent aussi ce vent de liberté en Europe. Il a perdu en l'occurrence. Oui, il a perdu. Et Mme Meloni a été élue et le FPÖ en Autriche est arrivé en tête. Mais enfin, il se trouve que il est arrivé en 2022. Mais je travaille et nous travaillons activement avec Marine Le Pen pour que les idées que nous portons arrivent au pouvoir en France. On voulait vous entendre ce matin sur la place du mouvement des frères musulmans, alors qu'un rapport sur le sujet doit être présenté aujourd'hui en Conseil de défense. Rapport qui alerte sur la place croissante de la mouvance islamiste dans notre pays. Hier, Bruno Retailleau pointait, je le cite, un islamisme à bas bruit qui se répand en tentant d'infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres. Il parlait d'une menace très claire vis-à-vis de la République, une menace sur la cohésion nationale, une menace vraiment de submersion. Fin de citation. Est-ce que vous reprenez ce matin les mots de Bruno Retailleau ? Et Monsieur Retailleau conclut en indiquant qu'il n'interdira pas les frères musulmans, et c'est un petit peu d'ailleurs le problème du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il pose des constats que tous les Français partagent, mais que dans les actes, il mène une politique contraire aux constats qui le dresse. Maintenant, sur le constat, je suis convaincu que protéger les Français de la menace islamiste qui se diffuse dans tout notre pays est peut-être l'un des défis les plus existentiels qui se posent à notre pays. Les frères musulmans, ce rapport le rappelle et nous le dénonçons depuis plusieurs années, mènent une stratégie d'entrisme dans la société française qui s'appuie sur une double action, à la fois la culpabilisation et la victimisation, qui consiste à instrumentaliser les procès en islamophobie, à taxer tous ceux qui remettent en cause la progression de l'islamisme dans notre société d'islamophobes, à jeter des fatwas sur des responsables politiques, sur des intellectuels ou sur des journalistes. Et en l'occurrence, l'argumentaire j'ai fait un lapsus très intéressant en disant la France insoumise. Mais pour le coup, l'argumentaire des frères musulmans et la stratégie des frères musulmans, elle trouve au mot près. Pardon de revenir sur votre lapsus, mais... il est très intéressant parce qu'il se trouve pour vous, la France insoumise égale les frères musulmans. La stratégie des frères musulmans, elle trouve aujourd'hui un écho institutionnel auprès de la France insoumise qui reprend au mot près la stratégie de victimisation et de culpabilisation des frères musulmans. Je veux dire, quand on soutient les associations politico-religieuses, quand on soutient le CCIF, quand on soutient le Burkini, quand on soutient le port du voile dans l'espace public, quand on soutient le lycée Averroès à Lille, quand on se fait le porte-voix des thèses du Hamas en France en allant décrire ce mouvement mouvement terroriste comme un mouvement de résistance, c'était les mots de députés de la France insoumise, on est effectivement dans la roue de toutes les revendications politico-religieuses. Donc pour vous répondre... Qu'est-ce qu'on fait surtout face à ce rapport, puisque vous dites Bruno Retailleau est limité, il déplore mais il ne fait rien, c'est ça ? Si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous interdirons les frères musulmans. Comment vous ferez pour interdire juridiquement une idéologie? Alors, nous ferons en France ce qui se fait dans beaucoup de pays, à commencer par des pays arabes ou des pays du Golfe. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que nous sommes beaucoup plus faibles en France à l'égard de l'idéologie islamiste que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Les frères musulmans, aux Émirats arabes unis par exemple, ou en Jordanie, et pour vous citer des pays un peu plus proches des nôtres sur le plan civilisationnel, je pourrais citer l'Autriche, sont considérés comme une organisation terroriste. Donc je souhaite, et nous le mettrons en œuvre demain si nous arrivons à la tête du pays, que les frères musulmans soient interdits, dissous, considérés comme une organisation terroriste et que l'ensemble de ces relais soient combattus sur le plan administratif. Il y a 139 mosquées radicales qui sont aujourd'hui aux mains des frères musulmans, il faut les fermer. Il faut dissoudre l'ensemble des associations ou des relais qui se font l'écho des thèses des frères musulmans. Ça a été pendant longtemps l'UOIF en France, qui s'est renommé Musulmans de France, comme s'ils prenaient la voix et comme s'ils étaient le porte-voix de l'ensemble des Français de confession musulmane. Il faut expulser les imams étrangers qui prêchent la haine dans notre pays et il faut remettre en cause, madame, la convention fiscale avec le Qatar, qui est, nous le savons, l'un des premiers fournisseurs financiers des frères musulmans dans le monde. Les sources sont taries. Et qui, pendant très longtemps,
par la mansuétude de la droite, par la convention fiscale qui a été mise en place avec cet État, a pu financer un certain nombre de programmes dans les banlieues qui ont étendu l'influence des frères musulmans dans notre pays. Et je vais vous dire, lutter contre l'islam radical et contre l'islam politique, c'est le meilleur moyen de protéger nos compatriotes de confession musulmane qui respectent nos lois, qui travaillent et qui respectent les valeurs de la République. À l'Assemblée cette semaine, Jordan Bardella, la proposition de loi pour un droit à l'aide à mourir. Récemment, au JDD, vous disiez votre opposition au texte dans des termes particulièrement forts. En réalité, il s'agit d'un basculement historique de notre droit, d'un tournant anthropologique majeur. Marine Le Pen a également indiqué mardi qu'à titre personnel, elle y était opposée. Sur le papier, vous dites laisser la liberté de vote à vos députés, mais finalement, il y a une ligne officielle au RN sur ce texte. Écoutez, sur les sujets de société, il est compliqué d'affirmer qu'il existe une vérité absolue. Moi, j'ai des convictions sur ce sujet. Je suis toujours très prudent quand je manie un sujet de société parce qu'il fait appel bien souvent à des expériences personnelles, à des convictions intimes. Et en l'occurrence ici, un texte qui questionne le rapport de chacun à la vie et le rapport de chacun à la mort. Ce texte m'apparaît être dangereux dans la mesure où il fragilise un équilibre français qui a été construit autour de la loi Leonetti et qui visait en même temps à refuser l'acharnement thérapeutique et en même temps à refuser toute forme d'euthanasie. Et cet équilibre français, c'est le soin palliatif qui est une véritable médecine du lien qui permet précisément d'accompagner la fin de vie dignement, d'organiser la sédation lente et profonde, d'accompagner les familles et de le faire sans provoquer une mort qui pourrait Donc vous n'êtes pas sensible quand on entend tous ces malades qui prennent la parole, Charles Bietri et d'autres, qui sont atteints de maladies incurables très difficiles, comme la maladie de Charcot, comme des Parkinson sévères, et qui vous disent « moi je ne veux pas aller en Suisse, je ne veux pas faire le voyage en famille, aidez-moi », vous dites non, il ne faut pas toucher à ça. D'abord, je dis comment ne pas y être sensible. Et évidemment qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans des situations très difficiles. Et je comprends que un tel processus législatif puisse évidemment trouver un écho. Maintenant, je regarde aussi la situation où ce texte, vous avez cité un certain nombre de pays où l'euthanasie a été légalisée, on s'aperçoit de l'aveu même d'ailleurs de militants pro-euthanasie comme M. Touraine, qui est un député qui a été l'un des premiers militants de l'euthanasie, à porter ce combat dans le débat public, que, pour citer ces mots, c'est une stratégie du pied dans la porte. Et qu'au début, ça commence par quelques cas difficile qu'il nous faut traiter et accompagner, mais c'est ce que prévoit aussi précisément le palliatif. Et le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un département il y a encore 20 départements en France, un département sur 5, et 50% des gens qui devraient avoir accès à l'euthanasie, aux soins palliatifs, pardonnez-moi, qui n'ont pas accès à ces structures, faute de moyens. Et je dis qu'il n'y a pas plus antisocial que de renoncer à développer une politique publique qui s'appelle le palliatif, qui prévoit, y compris dans les maladies de Charcot, la possibilité d'une sédation lente et profonde, et que évidemment, et c'est ça que dissimule ce texte, donner la mort, ça coûte moins cher que de soigner. Or, quand un médecin prête serment ou quand un soignant s'engage dans la santé, ça n'est pas pour donner la mort, c'est pour soigner quoi qu'il en coûte et accompagner aussi dignement des gens qui sont en fin de vie. Je vois aussi la manière dont la gauche est en train d'extrémiser ce texte à l'Assemblée nationale jusqu'à créer un délit d'entrave à l'euthanasie, et je considère encore une fois que là, on n'est plus sur un texte d'équilibre, on est sur un texte qui ouvre la porte à des dérives plus tard. Jordan Bardella, on est à 2 ans de l'élection présidentielle. L'appel de Marine Le Pen, ce sera dans 1 an. Vous allez faire quoi la prochaine année, là ? Attendre ? Nous allons travailler et nous allons nous préparer à l'accession au pouvoir. Vous savez, de qui ? Mais du Rassemblement national. Incarné par qui ? De Marine Le Pen. Et je l'ai dit, d'abord Marine Le Pen est présumée innocente. Nous allons nous battre, et je vais me battre à ses côtés en appel pour qu'elle puisse prouver son innocence et porter nos couleurs lors de l'élection présidentielle. Mais je veux juste dire, et ça a été le sens aussi des déclarations que j'ai pu faire ces derniers jours, que le Rassemblement national sera là quoi qu'il arrive. Avec vous, si elle était empêchée. Évidemment, je suis président du Rassemblement national. Mais qu'est-ce que vous allez faire cette prochaine année ? Et nous travaillons ensemble, main dans la main, non pas seulement pour gagner l'élection présidentielle, mais pour préparer le redressement du pays. Non, mais et je crois que nous pouvons gagner cette présidentielle. J'essaye de mettre dans votre tête, vous êtes jeune, vous avez 31 ans, il y a de sérieuses chances que Marine Le Pen soit empêchée de participer à l'élection présidentielle. Les prochains mois, c'est quoi pour Jordan Bardella ? C'est bosser très 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 vite pour être prêt dans 1 an ? C'est quoi ?
Et à partir du moment où vous préparez à devenir... C'est avoir des troupes aussi, parce que c'est ça aussi qui vous fait défaut. À partir du moment, Madame Salamé, où vous préparez à devenir Premier ministre, vous travaillez tous les jours, d'arrache-pied, matin, midi et soir. Vous préparez vos dossiers, vous allez à la rencontre des Français. Vous essayez de réfléchir à des propositions qui puissent permettre de répondre aux attentes du pays. Et nous le faisons avec Marine dans une très grande confiance, dans une très grande proximité. Et nous le faisons avec une très grande responsabilité, parce que la réalité, c'est que nous pouvons gagner cette élection présidentielle. Le Rassemblement national a réalisé plus d'un tiers des voix lors des élections européennes et des élections législatives. Et nous sommes aujourd'hui, dans tous les sondages, donnés non seulement en tête du premier tour de l'élection présidentielle, mais donnés comme gagnants au second tour de l'élection présidentielle, que ce soit Marine Le Pen ou moi. Donc, nous avons une responsabilité qui est une responsabilité historique, et nous allons utiliser ces précieux mois qui nous séparent de l'élection présidentielle pour travailler, pour nous préparer et pour permettre aux Français de renouer avec le fil de l'espoir, et nous préparons d'ores et déjà la Il y a un rival sérieux depuis 3 jours. Il s'appelle Bruno Retailleau, qui a largement gagné, ça vous fait sourire, qui a largement gagné ça intéresse nos auditeurs. Hein. Ouais. Pensez-vous que vous avez une chance face à Monsieur Retailleau ? C'est la question que vous pose Kwame. Non, mais vous savez, le chemin vers l'élection présidentielle, c'est un long chemin, et j'ai bien compris qu'on serait amené à commenter les déclarations de candidature des uns et des autres. Dominique de Villepin dit: quand j'entends Bruno Retailleau sur bon nombre de sujets, j'ai du mal à faire la différence avec ce que dit le RN. Oui, mais bon, ça c'est je veux dire, Monsieur de Villepin, il essaie d'exister aussi. En réalité, ce à quoi on a assisté il y a quelques jours avec l'élection de Monsieur Retailleau, c'est la première étape de la primaire macroniste. Parce que lorsque Monsieur Retailleau dit, quand on lui demande de choisir entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, vers qui irait son cœur, il répond Édouard Philippe. Donc pour moi, tout est dit. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas naïfs et qui considèrent qu'on ne peut pas être ministre d'Emmanuel Macron en 2025 et être un homme de rupture. Donc c'est en réalité... Donc il vous fait pas peur? Non, c'est le retour des gens qui ne sont jamais partis. Je suis pas certain que les Français aient envie de voir au pouvoir Madame Pécresse, Monsieur Bertrand, Monsieur Copé, Monsieur Barnier, qui vient d'être nommé président du Conseil national des Républicains. Et puis je vais vous dire, depuis 2017, en réalité, les Républicains, ils co-gèrent la France avec Emmanuel Macron. Ils ont fourni à Emmanuel Macron l'intégralité de ses ministres. Ils ont fourni à Emmanuel Macron des Premier ministre, et même Monsieur Wauquiez, qui n'est pas un ami politique, que je ne connais pas personnellement, lorsqu'il porte un regard sur Monsieur Retailleau, parle d'une droite diluée dans le macronisme. Et puis au-delà de la popole, il y a les faits. Et moi, je ne juge pas Monsieur Retailleau à ce qu'il dit, je le juge à ce qu'il fait. Et je note que depuis qu'il est ministre, il a été le ministre de la parole, des verbes, du constat que beaucoup de Français partagent. Il avait promis de remettre en cause la gratuité des soins aux clandestins, il ne l'a pas fait. Il avait promis d'interdire le port du voile pour les accompagnatrices scolaires, il ne l'a pas fait. Il avait promis un référendum sur l'immigration, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Donc vous êtes très serein. Et encore une fois, face à Bruno Retailleau. Elle est où la riposte graduée face à l'Algérie ? Vous venez de m'interroger sur le rapport sur les frères musulmans. Monsieur Retailleau, il partage le diagnostic, mais il dit « je n'interdirai pas les frères musulmans ». Donc, il rappelle encore une fois 30 ans de trahison de la droite, et croyez-moi, les Français aujourd'hui qui votent pour le changement ne votent pas pour un ministre d'Emmanuel Macron. Question très rapide. Donc je suis effectivement très serein pour vous répondre. On l'entend, en tout cas, une question sur le financement de votre campagne européenne de 2024. Selon le journal Le Monde, vous seriez dans le viseur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Sujet de prêts contractés auprès des particuliers pour un montant total de plus de 4 millions d'euros. En fait, vous avez le droit de faire des prêts aux particuliers. C'est autorisé sous 2 conditions. Être réellement remboursé et ne pas être réalisé à titre habituel auprès d'un même prêteur. Et c'est là, apparemment, que le bas blesse, puisqu'il y aurait des prêteurs habituels. Qu'est-ce que vous répondez ce matin ? Donc on est là dans une opération de harcèlement de la part de la Commission nationale des comptes de campagne, qui a validé mes comptes de campagne et qui en a validé la sincérité, mais qui considère que des Français ne pourraient pas prêter au Rassemblement national, ce qui est un peu d'ailleurs la contradiction avec le fait d'empêcher les banques de prêter au Rassemblement national, et de l'autre... Ça a été validé, et on a le droit de prêter au Rassemblement national, mais c'est les prêteurs habituels, c'est sur ce terme-là. Oui, bon, qui n'est pas encadré juridiquement, donc j'ai respecté toutes les règles, et je répondrai évidemment à l'ensemble des demandes de la Commission nationale des comptes de campagne, mais attention, parce que ça commence à se voir, hein. Je veux dire, Marine Le Pen, moi, ça commence peut-être à être un peu visible, donc voilà, nous avons respecté toutes les règles, j'ai des comptes de campagne qui ont été validés, j'ai remboursé les Français qui m'ont prêté, et je tiens à la disposition du président de la Commission nationale des comptes de campagne l'intégralité des justificatifs nécessaires, et plutôt que de s'adresser à la presse pour me poser des questions, il peut me les poser directement, j'y répondrai avec la plus grande transparence. Qu'est-ce qui commence à se voir ?
que tout est fait pour mettre à mort financièrement le Rassemblement national. Et comprenez bien qu'il y a un paradoxe à nous empêcher d'aller trouver des prêts et des financements auprès des banques pendant les campagnes électorales et nous reprocher également d'aller trouver des solutions de financement auprès des Français. Moi, je ne dépends pas d'organismes extérieurs, je ne dépends pas de banques. Mes campagnes électorales, elles sont financées par les Français dans la plus grande transparence et l'intégralité des justificatifs ont été fournis et seront encore fournis si nécessaire. Merci Jordan Bardella. Merci à vous d'avoir été au micro d'Inter ce matin.